Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On efface tout et on recommence. Emmanuel Macron a tenté de redonner de l'élan à son second quinquennat. 13 minutes d'intervention télévisée hier soir pour fixer un nouveau cap autour de 3 priorités. Travail, justice et progrès. Premier bilan dans 100 jours le 14 juillet. De quoi tourner la page d'une réforme des retraites dont le chef de l'État reconnaît qu'elle est impopulaire. Ces changements étaient nécessaires. Pour autant, cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative. C'est cet élan national auquel je crois. Et ces 3 chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Emmanuel Macron hier soir à la télévision, une intervention boudée par une partie des Français et accueillie par un concert de casseroles dans plusieurs grandes villes. Reportage à Lille du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot. Beaucoup de bruit sur le parvis de la mairie de Lille. Le concert de casseroles n'a pas attendu le début de l'allocution présidentielle. Des manifestants pour qui Emmanuel Macron est désormais inaudible. Il m'a pas écouté non plus, donc pourquoi je l'écouterais? L'important, c'est effectivement de faire du bruit et de dire qu'on n'est pas d'accord. Ça fait 3 mois que nous, on est dans la rue, qui n'entend pas. Donc non, là, c'est tout, on n'écoute plus. Évidemment, il n'attendait pas un recul sur la retraite à 64 ans et au milieu du tintamarre leur parvient l'écho d'une réforme qualifiée de nécessaire par le président de la République. Mais oui, tout est nécessaire et salutaire. Souffrir au travail, c'est nécessaire et salutaire pour certains. Ah non, c'est pas nécessaire. Une allocution qui ne fera que renforcer la mobilisation, selon Franck et Frédéric. Il s'avère vraiment que c'est un président qui n'écoute rien. C'est ça le problème aujourd'hui, quoi. Le souci, c'est qu'il y a un réel blocage, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune crédibilité vis-à-vis de cette présidence. Et voilà. Vers 21h, le rassemblement se transforme en manif improvisé. Quelques échauffourées avec les forces de l'ordre avant un retour au calme. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Des concerts et manifestations sauvages aussi à Paris, Nantes et Rennes avec quelques incidents à Lyon. La mairie du 1er arrondissement et un poste de police ont été pris pour cible. Emmanuel Macron souhaite aussi renouer le dialogue avec les partenaires sociaux. Pour l'instant, seules les organisations patronales ont accepté l'invitation de l'Élysée ce jour. Une réunion normalement prévue à 11h ce matin. Une certitude, on ne jouera pas trop des coudes autour de la table. Les syndicats refusent catégoriquement de discuter pour l'instant. Ils l'ont rappelé hier soir dans un communiqué commun. L'apaisement, le dialogue, Michel Boga n'y croit pas. Sur les retraites comme sur le reste, le secrétaire confédéral de Force ouvrière ne fait plus confiance au chef de l'État. Rien de neuf sous le soleil. En fait, il a repris de vieilles recettes. J'ai cru être 1 an à 6 mois en arrière. Voilà. Il a proposé aux organisations syndicales de discuter, qu'on allait parler travail, emploi, etc. En fait, il n'a surtout pas parlé de la réforme des retraites. Point de contestation de 94% des salariés dans ce pays, de 70% des Français. Et ça, il a balayé d'un revers de main. On n'en parle plus, ça y est, c'est fait. Et maintenant, on va discuter. Sauf que, écoutez, à aujourd'hui, moi je suis désolé, Monsieur le Président de la République, mais je ne vous crois plus quand vous me dites ça, parce que vous ne l'avez déjà fait. Michel Boga, le secrétaire confédéral de Force ouvrière, joint au téléphone par Alexis de La Fontaine. Alors elle, même si elle n'a pas été citée nommément hier soir par le chef de l'État, Elisabeth Borne sort momentanément confortée de cet épisode des retraites. Emmanuel Macron lui a annoncé hier soir, elle dévoilera la nouvelle feuille de route du gouvernement la semaine prochaine. Avec quelle majorité à l'Assemblée? Les réactions après l'allocution du chef de l'État n'ont pas été tendres dans l'opposition à gauche et à droite. Catalogue de vœux pieux pour le patron de LR, Éric Ciotti, irréel, hors de la réalité, dit l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Olivier Faure pour le PS parle du président comme d'un pompier pyromane. Europe 1 matin, il est 7h05. Dans l'actualité judiciaire, le crash du vol Rio-Paris, le tribunal prononce la relaxe pour Air France et Airbus. Responsable mais pas coupable, 14 ans après la catastrophe qui a provoqué la mort de 228 passagers et membres d'équipage, le tribunal reconnaît des fautes, mais sans pouvoir établir la culpabilité de la compagnie et du constructeur. Décision qui a provoqué la colère des familles. David Montagnier.
Oui, pour la justice, Airbus et Air France ont bien commis des imprudences, des négligences en ne remplaçant pas par exemple les sondes Pitot, ces sondes qui mesurent la vitesse de l'avion. Elles avaient gelé et causé l'accident. De nombreux incidents de ce type avaient été recensés avant le crash, mais le tribunal a estimé qu'il n'était pas possible de démontrer un lien de causalité certain entre ces fautes et l'accident. Le délit d'homicide involontaire n'est donc pas caractérisé. Ophélie Tilliou, qui a perdu son frère dans le crash, est sortie en larmes de la salle d'audience. Moi, j'ai un sentiment d'injustice. Je trouve la loi mal faite. Les mots de responsable qu'on a entendus, on nous a dit il y a des fautes, et pas qu'une, chez Airbus et chez Air France. Et pour autant, on nous dit relax. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays. La justice qui a toutefois condamné sur le plan civil Airbus et Air France à réparer les dommages causés aux familles des disparus. Une audience est prévue en septembre prochain pour statuer sur ces indemnités. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Et puis dur retour à la réalité pour les entreprises. Le nombre de faillites retrouve son niveau d'avant Covid. Les conséquences de la fin du quoi qu'il en coûte, de la hausse des prix de l'énergie et du ralentissement économique, le cabinet Altares publiera les chiffres du premier trimestre 2023 dans la journée. Un constat, celui de la hausse des faillites, effectivement, plus 44% sur un an. Barthélémy Philippe, la suite s'annonce tout aussi difficile. Oui, au total, le nombre de faillites dépasse même celui du premier trimestre 2019. Comme d'habitude, les entreprises de moins de 10 salariés sont les premières concernées. Mais dans beaucoup de secteurs comme le bâtiment et la restauration, les PME et les entreprises de taille intermédiaire souffrent aussi. Avec plus de 1100 faillites en 3 mois, elles sont confrontées à une situation inédite depuis 2015, souligne Thierry Millon, directeur des études chez Altares. Ça traduit bien la difficulté à emboîter la reprise, évidemment, dans un contexte rendu tout à fait compliqué par une inflation qui est plus sévère qu'attendue, avec une consommation des ménages qui n'est toujours pas au rendez-vous. C'est aussi des entreprises qui sont des employeurs. Et donc, lorsqu'une PME souffre et tombe, c'est davantage d'emplois menacés que lorsqu'il s'agit d'une TPE de moins de 10 salariés. Et le cabinet Altares recense aussi 47 000 emplois perdus ou menacés sur la période, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2017. Barthélémy Philippe du service économique d'Europe 1. Et puis retour vers le passé, à Zurich, aujourd'hui en Suisse, avec une vente aux enchères. Un dinosaure pour la modeste prix de 67 millions d'années, pardon. Ouais. C'était pas le prix. Hein. Ah bah attendez d'avoir le prix, c'est pas mal non plus. Trinity, on s'en approche. C'est son nom, on s'en approche. Le squelette entier de T-Rex. 6 millions d'euros, Dimitri. Oui, c'est cadeau. Qui peut se permettre ce genre de folie? Chloé Lagadou a mené l'enquête. Près de 32 millions d'euros pour un T-Rex, 6 millions pour un Triceratops et 1,5 million pour un Diplodocus. Des sommes astronomiques que seuls des particuliers fortunés peuvent débourser. Je dirais que dans le monde maintenant, il y a une centaine de clients, des grands entrepreneurs, des grandes fortunes dans le monde de l'art, dans le monde de la finance. Jacopo Briano, expert en histoire naturelle. Il y a vraiment la recherche de quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Les dinosaures ont un très grand effet wow, quelque chose que personne d'autre n'a. Après une vente, les dinosaures finissent parfois exposés dans les salons de leurs acheteurs. De quoi frustrer Damien Germain, paléontologue au musée d'histoire naturelle de Paris. Pour moi, les spécimens, les fossiles, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est vrai que nous, on préférerait quand même que ça soit exposé dans les musées. Quand on voit des enfants s'émerveiller devant les fossiles, c'est vrai qu'on se dit que c'est quand même dommage que ça profite pas au plus grand nombre. Et l'engouement autour de la vente de fossiles est tel qu'aux États-Unis, certains chercheurs privés sont spécialisés dans la chasse d'ossements de dinosaures. Chloé Lagadou. Merci beaucoup Christophe Lamar. Ça ferait pas mal dans l'entrée d'Europe 1, un squelette de T-Rex comme ça. C'est près de 4 mètres de haut quand même. Oui, un beau morceau. Hein. Merci Christophe, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito écho. Ah oui, Général de Gaulle parlait dans les années 60 du privilège exorbitant du dollar. Eh bien en Chine, en Russie, en Inde, au Brésil, la dédollarisation s'accélère. Nicolas Bouzou à 7h20, ce sera juste après le premier invité d'Europe 1 matin, Danny Boone, dans un instant pour son dernier film La vie pour de vrai.